Bonjour, nous sommes le dimanche 17 mars 2019 et mon exposé va s'intituler Faisons le point. Mais avant, si vous êtes à Lille demain le 18, à 18h, venez écouter Bruno Coleman, le fameux économiste belge, et Paul Jorion. Nous débattrons à 18h à la Cato sur le sujet. On nous avait demandé de le déterminer il y a longtemps, alors on a pris aucun risque. On avait appelé ça 2019, l'année de tous les dangers. Alors, vous voyez, ça s'avère très approprié. Alors, à 18h, il faut s'inscrire. Si vous n'êtes pas inscrit au 60 boulevard Vauban, il y a quand même une entrée à droite qui s'appelle Visiteur et on vous laissera quand même entrer si vous enregistrez. Voilà. Faisons le point. Il sera question d'effondrement, de collapsologie. Il sera question essentiellement des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de la Nouvelle-Zélande. Les thèmes seront légèrement différents. États-Unis, la paralysie. Royaume-Uni, l'ingouvernabilité. La France, la polarisation qui monte. Et enfin, le drame de la Nouvelle-Zélande, la guerre de religion entre ce qui reste de la chrétienté, j'aurais pas mal de choses à dire là-dessus, et le monde musulman. Alors dans l'ordre, je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de matière. Les États-Unis, Monsieur Muller, dont on nous disait il y a 3 mois il avait rangé tous ses cartons, que tout ça a été terminé, on n'en sait rien, on n'en sait toujours rien. Résultat, on continue à se disputer. Je vous rappelle que Monsieur Trump, quand on lui avait refusé le budget pour faire sa muraille de Chine, sa muraille mexicaine, il avait dit, ça, c'est pas grave, je décrète l'état d'urgence et comme ça on trouvera l'argent quelque part. Alors, pour une fois, tout le monde s'est mis à crier. Il y a eu un vote au Congrès, c'est-à-dire à la Chambre des députés, en disant, Monsieur Trump, vous n'avez pas le droit de, comme ça de décréter l'état d'urgence juste parce que pour faire une crise. C'est passé à la Chambre, c'est passé ensuite au Sénat où il y a eu des défections du côté républicain qui permet que ça passe. Et alors qu'a fait Monsieur Trump? Monsieur Trump il a mis son veto, voilà, puisqu'il a le pouvoir de faire ça. Bon, j'en dis pas beaucoup plus des États-Unis. Vous savez quand ça se justifie, je fais une vidéo et je vous donne des précisions. Je lis même de longs documents quand c'est nécessaire. Paralysie, simplement, on a d'un côté, on a un président républicain, enfin entre guillemets, parce que ça ressemble plus fort à ce qu'on avait du côté républicain d'habitude, mais enfin bon, un truc populiste d'extrême droite, et une chambre plutôt à gauche, avec des gens offensifs comme Madame Alexandria Ocasio-Cortez, qui fait un excellent boulot. Nous mettons beaucoup d'espoir dans elle. C'est dommage qu'elle ne pourra pas se présenter déjà à la présidence la prochaine fois. Mais bon, voilà. Donc d'un côté un truc plus ou moins de gauche, et de l'autre un fou furieux d'extrême droite. Et ça produit maintenant, comme les pouvoirs sont quand même relativement partagés, eh bien il y a des contre-pouvoirs et ça fait un truc qui est grippé. En Grande-Bretagne, là, je vous en ai parlé beaucoup. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des comptes rendus en direct. Euh, je vous rappelle, résultat des courses, en 2016, les Britanniques votent à 51,9% pour un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Il est probable que l'influence de différents cabinets plus ou moins inspirés par l'extrême droite américaine et par la Russie ait joué un rôle dans le vote. Il est possible que la différence entre une majorité contre et pour ait été décidée de ce côté-là, mais bon, la décision a été prise. Et depuis, c'est la bagarre généralisée. Ça donne des choses, je dirais, à la fois édifiantes et lamentables. Édifiantes, comme je vous l'ai souligné, parce qu'on a encore des parlementaires qui savent faire leur métier dans ce pays-là en particulier, et lamentables parce que c'est la pagaille généralisée. Vous l'avez vu, maintenant le parti travailliste est clivé en deux, le parti conservateur est encore en pire forme parce qu'il est partagé en 3 ou 4 courants. Il y a des gens qui sont sortis à la fois des travaillistes et des conservateurs pour former un groupe indépendant
Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On vote des motions, on vote des lois, et tout ça n'avance pas. Tout ça, c'est trois pas en avant, deux pas en arrière, ou même non plutôt deux pas en avant, trois pas en arrière. Et on en est maintenant. C'est le 29 qu'en principe la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, et on est le 17, c'est dans 12 jours, et on n'en est toujours nulle part, voilà. Si, il y a eu un vote quand même d'un amendement expliquant qu'on allait retarder quand même la sortie. Mais tout ça, bon, c'est pire que la paralysie aux États-Unis en ce moment, puisque c'est un pays qui devient absolument ingouvernable, il n'y a plus de majorité pour quoi que ce soit. On passe tout son temps à essayer de parler que de cette histoire de Brexit, et à prendre des mesures pour empêcher que ça s'effondre entièrement, si il y avait une sortie sans accord le 29. Enfin ça, ce spectre-là semble avoir été exorcisé. Et on est plutôt, je dirais, à la case départ. On est plutôt au même état exactement qu'en juin, en juin 2016. Alors vous vous souvenez, moi j'ai dit ce truc n'aura jamais lieu. S'il a lieu, ce sera une supercherie, c'est-à-dire qu'on dira que ça a eu lieu et que en fait c'est exactement comme avant. Et 3 ans plus tard, presque 3 ans plus tard, je risque absolument pas de m'être trompé dans ce cas-là. Troisième pays dont je voulais parler. La France, vous avez vu, je suis allé à Vannes, je suis allé à la manif contre le climat, comme on dit maintenant, mais non, c'est plutôt pour le climat. Et on était quoi? Je sais pas, j'ai pas compté. On était quelques centaines. C'était pas mal, c'est mieux que rien, mais c'est pas encore. C'est pas encore la grande mobilisation de tout le monde. Il y avait surtout des vieux comme moi et des familles avec des petits enfants. C'était bien sympathique. J'ai fait de belles photos. J'aurais pu encore vous en montrer d'autres, comme planète fondue, planète foutue. Mais voilà, bon enfant. Mais c'est pas encore une mobilisation générale à la hauteur du problème qui se pose. Il y avait 2 gilets jaunes. Il y en a un, je sais pas, il poussait sa bécane, et donc il est possible que c'est simplement parce qu'il rentrait loin à la maison à la nuit tombée qu'il avait mis un truc jaune. L'autre, il avait pas de bécane, et donc c'était probablement vrai. Confluence des luttes. Non. Par ailleurs, en France, bon, il y a beaucoup de gens qui ont défilé sur cette histoire de climat, c'est bien. Il y a encore eu pas mal de gilets jaunes, il y a encore eu des gilets jaunes ou apparentés qui ont cassé des trucs, voilà. Mais ce qui monte, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la polarisation, c'est le malentendu total entre les gens qui gouvernent et qui sont là à s'accrocher à ce machin qui ultralibéral, qui a été entièrement désavoué par les faits en 2008. Ça fait 11 ans. Mais ça continue. Bon, ces gens, ils ont toute la science économique, entre guillemets, bien entendu, économique derrière eux pour dire qu'ils ont raison. Ils ont encore pas mal d'intérêts financiers qui n'ont pas encore, sont pas encore rendus compte que la planète est en train de s'écrouler autour d'eux. Donc polarisation, et d'un côté, on a un truc ultralibéral absolument sclérosé, fossilisé, etc., mais qui continue à amasser ses pions, qui privatise les aéroports de Paris, et puis ça passe comme une lettre à la poste. Et de l'autre côté, une opposition un peu vociférante, qui tombe bien entendu dans les pires nationalismes, dans les pires pensée d'exclusion, etc., qui n'a que la haine, il faut bien dire, comme étant le moteur de sa revendication. Et un petit groupe de gens, de braves gens, comme le Cid qui se rendent au port et espère être 500, et qui disent il faut essayer de reconstituer quelque chose là où il y avait une force de gauche. On nous dit mais vous n'avez pas de programme, etc. Mais c'est pas vrai. Moi je me suis fait engueuler par monsieur Brice Couturier, c'était il y a 8 ans, qui a dit mais vous n'avez rien à proposer à la place. À ce moment-là je dis mais non, je suis venu, c'est pas pour ça qu'on m'a demandé de venir. On m'a dit de venir pour expliquer pourquoi il y avait une crise. Enfin bon.
Et donc c'est il y a plus de 8 ans. Mais depuis, ben, j'ai mis des trucs en place. Je suis pas le seul. On réfléchit beaucoup. Il y a quand même pas mal de propositions maintenant. Tout ça ne fait pas encore un ensemble bien intégré, mais ça va venir. Ça va venir. Moi, avec mon truc de gratuité, d'inscrire l'État-providence, doit en réalité s'appeler l'État de bien-être dans la Constitution, revenir à l'interdiction de la spéculation. Ben, tout ça que nous récupérions le pouvoir démocratique de nous occuper des principes de comptabilité parce qu'ils sont plus importants que la Constitution, etc., etc. Tout ça se trouve et dans des choses que j'ai écrites vers un nouveau monde, mais aussi dans se débarrasser du capitalisme est une question de survie. Et j'ai joint mes efforts dans un effort de rassemblement avec Place Publique. Et Place Publique, maintenant, a fait une déclaration avec le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste a dit oui, c'est une bonne idée, etc. Alors, faisons les comptes. Faisons les comptes. J'ai regardé voilà, j'ai quand même bonne mémoire, et j'ai regardé les derniers sondages. 2,5% de gens sont disposés à voter pour le Parti communiste aux élections européennes. Bon, 2,5%. Plus 3,5% pour Génération. 3,5 pour Génération. Ça nous fait 6 en tout. 6 pour le Parti Socialiste, ça nous fait 12. 7 pour la France Insoumise, ça nous fait 19. 8 pour les écologistes, ça fait 19 plus 8, ça fait 27. Bon, 27%, soyons quand même logiques, c'est plus que les intentions de vote pour la République en marche, c'est plus que les intentions de vote pour le Front National devenu Rassemblement National. Même si on ajoute M. Philippot qui a quoi, 1,5%. Et bon, j'ai oublié des personnes, voilà, j'ai oublié des petites fractions quand même qui pourraient se joindre du côté de l'extrême gauche, voilà, du côté de lutte ouvrière et d'autres groupements anticapitalistes, etc. Bon, ça vaut la peine d'essayer de dire qu'on va faire quelque chose. Alors on me dit, oui, mais l'étiquette Parti Socialiste, c'est cramé. Bien entendu que c'est cramé, tout le monde est d'accord que c'est cramé. Est-ce que le mot socialiste est cramé? Non, le mot socialiste n'est pas cramé du tout. Donc, voilà, la marque est toujours là. Il faut reprendre la marque. Il faut faire comme M. Lagerfeld. Il faut reprendre une marque qui ne marche plus et en refaire quelque chose. Voilà, parce que le mot socialiste, ça renvoie à quelque chose. J'étais dans le bureau de M. Olivier Faure. Il y a M. Blum qui est là. On a parlé de Jaurès. Qu'est-ce qu'il y a encore au mur? Il y a des tas de choses. Il y a des tas de choses à relancer. Il y a de bonnes idées, et les bonnes idées, elles sont de ce côté-là, excusez-moi. On n'est pas dans la non-réciprocité, on est dans la générosité, on est dans la solidarité, on est dans l'entraide, on est dans les trucs qui ont fait marcher la société humaine. Alors, il faut relancer quelque chose. Alors, on dit, oui, M. Glucksmann a dit qu'il était libéral il y a quelques années, etc. Chers amis, vous le savez, son papa aussi a dit souvent qu'il s'était trompé. Bon, voilà. Et alors il y a des familles qui sont comme ça. Dans la mienne, non. Mon grand-père Porphyre, il disait certainement exactement la même chose que je dis maintenant. Mon père a toujours dit exactement la même chose que je dis maintenant, et moi je dis la même chose que mon grand-père et mon père. C'est un autre type de famille, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Il faut unifier cette gauche qui a des choses, non seulement des choses à dire, mais qui a des seules choses qu'on peut encore dire. Voilà. Ça c'est pour la France. Et maintenant, je termine avec malheureusement, avec la Nouvelle-Zélande. Alors là, on est dans ce que on appelle le choc des civilisations, dans le fait qu'il y a deux grandes religions au monde. En ce moment encore, il y a l'islam et il y a le christianisme. Le christianisme, c'est fort laïcisé. Il y a beaucoup de gens qui sont, comme dit Emmanuel Todd, qui sont des chrétiens zombies, c'est-à-dire qu'ils croient tout à fait aux valeurs du christianisme, mais ils vont plus à l'église, ils croient plus en Dieu, ils croient plus au fait qu'on vivra après qu'on est mort. Mais c'est une empreinte sur nos sociétés. Alors, il y a beaucoup de choses à dire parce que la particularité, sans doute, de la religion chrétienne, c'est qu'il y a eu une divergence dès le début entre ce qui est écrit dans les évangiles, dans les actes des apôtres, dans les épîtres de saint Paul, qui est une religion particulière, et puis il y a eu un clergé, il y a eu une prêtrise qui en a fait, excusez-moi mes amis, qui en a fait une toute autre affaire. Il y en a fait une toute autre affaire. Oui, on cite bien les évangiles à l'homélie, mais c'est des petits bouts d'histoire ici découpés ici et là. C'est entièrement en dehors du contexte. La plupart des gens ne voient pas à quoi ça renvoie.
il y a un truc très cité, la parabole des talents, la parabole des mines. Je me suis amusé dans mon livre qui s'appelle Défense et illustration du genre humain à prendre cette parabole des talents ou parabole des mines et à montrer qu'elle dit exactement, dans le texte des évangiles, elle dit exactement le contraire de ce qu'on l'utilise à dire maintenant. Depuis 2000 ans, nous avons eu un clergé qui a fait dire à la parabole des talents exactement le contraire de ce qu'elle dit. Ce qui va dans le même sens que toutes ces affaires abominables de pédophilie à l'intérieur de ce clergé. On en a parlé récemment de viol et d'esclavage sexuel à l'intérieur même de cette prêtrise. Ce genre de choses a dû participer au fait que les gens s'écartent de ce clergé, mais ça n'empêche pas que les gens ont compris dans la culture ici de l'Europe dont je vous parle, ont compris quand même en gros le message qui passait par là et qui était un message de réciprocité et non seulement pas seulement la réciprocité négative du œil pour œil, dent pour dent, je te considère comme un être humain comme moi, mais fais gaffe parce que si tu me fais un truc, je fais exactement la même chose. Non, la réciprocité positive, celle du je tends l'autre joue, je vais jouer le rôle d'amortisseur. On va dire d'abord qu'il y a un malentendu avant de se fâcher trop fort, etc., et voir si on peut pas arranger les choses. Ça, bien entendu, c'est quelque chose qui fait fonctionner les sociétés ensemble mieux que la guerre, mieux que la rivalité, mieux que la compétitivité, mieux que la concurrence. Ce truc-là, ça fait marcher les choses. Alors, l'autre religion dominante, l'islam, c'est, il faut bien le dire, appelons les choses par leur nom, et là aussi j'en parle longuement dans Défense et illustration du genre humain, en reprenant d'ailleurs des propos de mon maître Claude Lévi-Strauss à ce propos. C'est une religion qui n'a pas cette ouverture, qui n'est pas passée par cette ouverture, et c'est carrément une religion de la non-réciprocité, qui a tendance à dire si vous n'êtes pas comme moi, ou si vous quittez cette religion, vous êtes un chien qui mérite d'être abattu. Bon, tous les gens qui sont musulmans n'interprètent pas ce que je dis là exactement de cette manière-là, mais soyons clairs, c'est écrit dans les textes. Moi, j'ai lu le Coran d'un bout à l'autre parce que ça faisait partie des choses qu'on me disait de faire pour obtenir un examen en culture de l'islam et en histoire de l'islam. C'est écrit dans le texte de cette manière-là. Si vous lisez les évangiles, si vous lisez le message de Jésus-Christ, c'est une autre affaire. Hein, c'est vraiment une autre affaire. Il a dit des choses que Confucius avait déjà dit et que Socrate avait déjà dit, mais eux, quand ils en ont parlé, ils ont dit cette histoire d'être tous frères entre nous, c'est un truc, il faut pas compter là-dessus, c'est quand même un peu fort demandé aux gens. Et là, quand même, dans ce message chrétien, le message de Jésus-Christ, non, c'est dit comme ça, c'est dit chez Saint Paul aussi, et si on est chrétien, ou même si on n'est plus, mais qu'on lit ces textes, on ne peut pas nier que c'est écrit de cette manière-là. Voilà. Alors, il y a des gens qui nous disent, voilà, j'en ai parlé à propos de Trump hier dans une chronique à un moment donné, il y a des gens qui disent, oui, puisque en face, il joue par la réciprocité, nous, on va pas jouer la réciprocité non plus. Ça, c'est le pas en arrière, Si en plus, on prend un Kalachnikov ou un truc apparenté et qu'on va aller tuer ceux d'en face, et en particulier, c'est d'autant plus dangereux quand c'est un type qui sait écrire. J'oublie le nom exact de ce monsieur, il s'appelle, j'aurais dû regarder, Trenton Barton ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas d'importance. C'est un type qui a écrit, il est comme monsieur Ted Kaczynski, Unabomber, qui avait écrit un long texte pour expliquer pourquoi il envoyait des bombes aux gens et qu'il les faisait sauter, qu'il en tuait. Ce monsieur a écrit un texte et ce texte il est clair dans son propos, c'est suprémaciste, c'est blanc, c'est un discours d'exclusion, c'est un discours de non-réciprocité, mais c'est écrit de manière qui fait sens, et ça, il faut le dire. Et du coup, il faut surtout dire, on veut absolument pas de ce truc-là. Quand on demande à Trump qu'est-ce que vous en pensez, il dit ouais, bon, vous savez, il y a toujours des fous un peu partout. Il ne tient pas le discours qu'il faut tenir. Il faut dire, ce discours-là,
On peut plus. On peut plus. Même si à une époque on pouvait encore se permettre de faire des croisades, on pouvait se faire se payer le luxe d'avoir Charles Martel et toute la liste des noms que je l'ai regardé d'ailleurs que ce type avait écrit sur sa Kalachnikov, qui sont tous des héros hein, de la lutte quelque part de chrétiens au cours de l'histoire contre des musulmans. Euh, à l'époque où il faut qu'on se mette d'accord pour ne pas cramer la planète, pour que les océans ne nous recouvrent pas partout d'eau, pour que l'air soit respirable, pour qu'on ait à manger, etc. C'est vraiment pas le moment de raviver ces machins-là. Il faut aller au-delà. Hein. Il faut vraiment aller au-delà de ça. Sinon, c'est cuit. Sinon, voilà. Sinon, on est dans la paralysie. On est dans l'ingouvernabilité, on est dans la polarisation qui monte à l'intérieur de la même culture, comme c'est le cas en France, et on ravive, on ressuscite, voilà, cerise sur les gâteaux, des vieilles histoires de guerre de religion. À ce moment-là, c'est terminé. Alors, vous me reprochez, vous me dites, oui, arrêtez de parler d'effondrement, etc. Vous êtes pessimiste, vous m'empêchez de dormir la nuit, etc. Oui, mais les gars, et on est vraiment hein, dans la panade jusqu'au cou. Si personne ne faisait comme je fais maintenant, en disant on nous dit il va y avoir effondrement, mais ne vous inquiétez pas, ça va être la disparition d'une fourmilière en Afrique. Non, l'effondrement, ça va être des trucs chez nous. Ça va s'appeler Trump, ça va s'appeler Madame Theresa May, ça va s'appeler polarisation en France. Ça va avoir des noms. Ça va se passer et ça aura lieu. Et il faut le dire que c'est en train d'avoir lieu. Il faut dire que ce truc est en train de s'effondrer. Il faut l'observer en train d'être là, cet effondrement. Et si on veut empêcher qu'il ait lieu, il faut dire comment faire pour l'empêcher et faire les choses nécessaires. Sinon, c'est fini. Je sais, il y a beaucoup de ceux qui me regardent et qui ont lu mon livre Le dernier qui s'en va éteint la lumière comme disant c'est terminé les gars, on peut faire son deuil, alors on va tous se mettre d'accord, qu'on fait ça chacun dans son coin ou on fait ça tous ensemble et on dit que c'était une belle aventure mais que c'est terminé. Eh bien non, c'est pas ça. Si vous voulez que je sois là au Parlement européen et que je tape sur la table et que je leur fasse comprendre devant tout le monde, à longueur de journée, qu'on ne peut pas laisser ce truc absolument cramer, il faut que vous le disiez. Il faut que vous alliez sur Change.org, il faut que vous alliez sur Avast faire des pétitions, il faut que vous fassiez une batucada qui s'appelle il faut que Paul Rorion aille au Parlement européen si vous voulez ça. Hein. Si vous voulez pas, il se passera rien et moi je continuerai, je me mettrai à écrire des romans puisque voilà on publie des romans maintenant et je continuerai à vous faire des petites vidéos, je raconterai des trucs. Mais si vous voulez que ça se passe pas comme ça, faites comme on faisait à l'époque. Faites une chanson populaire sur ce qui est en train de se passer, comme faisait Monsieur Woody Guthrie, et qui avait sa guitare qui disait cet instrument tue les fascistes. Faites comme ça. Le moment est venu. C'est pas une question de militance ou quoi que ce soit. Qu'on se batte pour ce qu'on veut. Voilà. Allez, je termine là-dessus. J'ai dû parler une demi-heure. Allez, non, ça va encore. À bientôt, chers amis. Je vous tiens au courant de ce qui me passe par la tête.